C'est votre attention. Sur la prévention de la délinquance, police de prévention de la délinquance, ça veut dire que face à une délinquance à plusieurs facettes, il faut une police à plusieurs facettes. Dans les cités où il y a cohabitation, il faut une police à caractère préventif, travailler au plus près des habitants. Dans les centres-villes où il y a convergence et déplacement des délinquants, il faut une police répressive. Et pour le terrorisme, il faut une police de sécurité intérieure. Donc pour chaque facette, il faut une police. Mais je ne veux pas dire que toute la police doit être en prévention de la délinquance. Voilà. Très bien. Bon, c'était dense et instructif. Et comme vous avez dit maintenant, bon courage. Et voilà pour Sifar. Bien, la parole est également à les personnes présentes ici. Alors, je veux permettre le maximum de paroles, je vous demande d'essayer d'avoir des interventions courtes et voilà, c'est soit une intervention, soit une question, puis on reprend. Il y a des expériences dans les autres pays, qu'est-ce qui marche dans les autres pays et quelles sont les marges de manœuvre sur une mairie, par exemple, de taille comme Grenoble? Est-ce qu'il y a des grandes variabilités entre les villes de même taille, où en fait tout le monde, vu ce que vous avez expliqué, en fait la marge de manœuvre des mairies ne sont pas grand-chose, du coup c'est piloté par autre chose, du coup il y a peu d'effets. Est-ce que dans d'autres pays ça marche mieux? Est-ce qu'il y a des expériences de certaines villes? Maintenant, quelles sont les stratégies possibles? Est-ce qu'on peut reconquérir des zones où il n'y avait pas beaucoup de droits? Est-ce que ça marche? Combien de temps? C'est quoi votre expérience et votre expertise? Et juste pour signaler, vous n'avez pas vu dans les facteurs importants dans les préventions, c'est la télévision, les jeux vidéo. Il y a tout un tas de recherches actuellement qui montrent qu'il y a un effet extrêmement nocif, et c'est comme le tabac quasiment. Il y a des centaines et des centaines de recherches qui montrent des effets très nocifs sur les adolescents. Et ça parle. Grosse addiction. Est-ce qu'on en prend plusieurs? Peut-être la parole sur la salle, sinon je vais reprendre la parole. Juste pour, puisque ça nous intéresse directement, que vous nous fassiez une différenciation, en tous les cas, vous nous disiez un petit peu quelles sont les compétences entre la police nationale et la police municipale, entre le maintien de l'ordre et ce qu'on pourrait appeler la police de tranquillité, quoi. Voilà. C'est bien. Allez-y sur cette question. Alors, donc, la police nationale, elle est régie par un code de procédure pénale, tout comme la police municipale. Alors, ça veut dire que la police nationale, les officiers de police judiciaire, ils sont régis par l'article 18 du code de procédure pénale, et les agents les gardiens, les etc., par l'article 20. Alors que les policiers municipaux, eux, sont régis par l'article 21 du code de procédure pénale. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire des actes de procédure, ils doivent être les assistants de la police nationale. C'est-à-dire un maire qui emploie sa police municipale, il ne peut l'employer que dans des missions précises de proximité, de contact, comme je disais tout à l'heure, mais en aucun cas, elle ne peut faire des actes de police judiciaire au vu du code de procédure pénale. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y avait un débat qui était instauré. On voulait donner aux polices municipales la parité avec la police nationale au niveau du code de procédure pénale et au niveau disons, du port d'armes. Moi, personnellement, je suis contre ça n'engage que moi, le port d'armes des policiers municipaux, parce que un maire, en tant qu'officier de police judiciaire, il peut déléguer son port d'armes à la police municipale. Voilà. Alors, donc voilà la différence entre les deux. Une fait des actes de procédure, d'avenue, perquisition, etc. Et l'autre, police municipale, c'est une police de présence humaine, si on peut faire dans un centre-ville, dans ce cas-là, elle n'est gérée que par l'article 21, c'est-à-dire un article du code de procédure pénale qui donne il peut faire que des rapports, des rapports de transmission, donc à l'OPJ compétent. Ça c'est un débat aujourd'hui vraiment ultra important, ce qui se passe en la matière. Donc on voit que la police nationale et gendarmerie, gendarmerie c'est le ministère de la Défense, police nationale c'est le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui c'est fusionné le ministère de l'Intérieur. Donc ça, on va dire c'est fait. C'est pas encore fait dans les faits, mais enfin on essaye de le faire de plus en plus. Et donc
donc là, on a une réduction des effectifs. Donc, si vous voulez, on le sait depuis maintenant une dizaine d'années, une quinzaine d'années, l'État, pour faire des économies en matière comme dans l'éducation nationale ou dans les hôpitaux, n'a pas augmenté les effectifs en proportion de ce qu'il aurait fallu. Donc il fallait bien, il y a aussi une ruse de l'État de dire aux collectivités locales, venez donner, c'est à vous, vous êtes chef de file, donc si vous voulez, et vous voyez bien, quand ça ne va pas, les gens ils vont manifester devant la mairie, plus que devant la préfecture. Pour des questions d'insécurité, c'est assez étrange d'ailleurs. Et comme dans la population, ça a fait trace. Et à mon avis, alors il y a un débat police nationale, police municipale, M. Veillot vient d'en parler, en termes de compétences. Donc les polices municipales aujourd'hui font un lobbying très important pour avoir des compétences judiciaires que la police nationale voit d'un mauvais œil donner à des agents qui ne sont pas formés, etc. Donc là, il y a un débat entre ces deux niveaux. Et pendant ce temps-là, comme assez souvent, il y a un débat qui n'a pas lieu, c'est que qui tire les marrons du feu, c'est la sécurité privée. À mon avis, le vrai débat, vous voyez, pendant qu'on discute du national et du local, est-ce qu'on arme la police municipale jusqu'à 3h du matin ou pas là? Donc c'est des vraies questions, il y a des options, etc. Mais on voit augmenter de manière absolument significative depuis 15 ans la sécurité privée, et que de plus en plus, si vous faites une fête privée dans un truc, on vous loue la salle que si vous avez une agence de sécurité, etc. Ce qui nous aurait apparu, mais complètement abracadabrantesque il y a 20 ans, où même dans une fête privée, on était protégé par la nationale. Et là, on voit bien qu'il y a une privatisation de la sécurité, donc vous voyez bien, ceux qui peuvent payer, ceux qui ne peuvent pas payer. Et là, on a le débat sur la sécurité privée, à mon avis, n'a pas l'importance dans le débat public qu'il mériterait d'avoir. Et ça ne nous choque plus de rentrer chez Lacoste avec quelqu'un qui fait le magasin Lacoste avec un vigile devant, par exemple. Alors qu'on pourrait s'étonner. Donc voilà sur police municipale, et c'est vrai que le référentiel, on pourrait dire, de M. Guéant dans le ministère précédent, c'était de dire la police à 3 pieds, il y a une police nationale, une police municipale et une police privée. C'était ça son référentiel, il l'a dit. Et donc ça, un débat, c'est jusqu'où on va aller en privatisation de la sécurité. Sur la question de ce qui marche ailleurs, c'est toujours évidemment, c'est qu'il faut toujours contextualiser. Parce que M. Veillot défend les polices de proximité qui marchent mieux dans des pays comme la Hollande, voire même en Grande-Bretagne, etc. Mais c'est des pays qui fonctionnent de manière beaucoup plus communautaire que nous. Avec pareil des pouvoirs décentralisés beaucoup plus forts. Et à mon avis, il y a une des difficultés. Comme en Suède, ça devient un petit peu exposé. Oui, non, mais alors toujours pareil, il faut voir les pics de pied, mais c'est très difficile d'isoler une mesure d'un contexte. Et donc c'est vrai qu'à mon avis, pour qu'il y ait police, par exemple, de proximité, il faut qu'il y ait un pouvoir politique de proximité qui puisse. Enfin, ça va ensemble. C'était l'idée de la police de proximité Chevènement en 98. En 98, quand M. Chevènement dit il lance l'idée de la police de proximité, il la lance, c'est un kit complet, si je peux me permettre, avec le contrat local de sécurité, et le contrat local de sécurité était l'instance de pilotage pour la police de proximité. Et puis il y avait troisième truc qui était les emplois jeunes qui allaient avec, qui était le cadeau bonus pour qu'on ait envie d'y aller. Mais si on est politiquement, c'était à droit. C'était à droit comme mesure. On peut ne pas être d'accord, mais donc c'était construit. Et puis les contrats locaux sont plus devenus l'instance de pilotage, et on peut, à mon avis, c'est très compliqué de laisser une police de proximité qui serait en dehors de la responsabilité du maire. Et vous voyez bien comment, avec le préfet, ça devient compliqué, on retombe sur l'idée de la police municipale, il y a à penser, et à mon avis, on a plus les réponses aujourd'hui du côté de la réforme territoriale qui est dans les tuyaux, que du côté d'une approche uniquement police. Vous voyez, il faut avoir un regard global. Et sur une des caractéristiques françaises ces dernières années, et qu'encore les zones de sécurité qu'on continue à reprendre, c'est qu'on a une approche qu'on appelle par zonage. Donc je n'ai pas parlé de la loi, là, peut-être que j'étais trop long, en 2012, donc Emmanuel Valls lance des zones sécuritaires de priorité. Donc on dit, il y a des hotspots, comme on dit en patois, des points chauds, c'est l'approche américaine, et on dit, bon, là c'est chaud, donc je circonscris le périmètre, vous voyez, et je tape ici. Pardon, mais il tape mal, parce qu'en fait, les politiques, qu'ils soient de droite comme de gauche,
moi j'ai pratiqué un peu ça, enfin, j'ai vu un peu ça. Ce n'est pas eux, comme Chevènement, lorsqu'il a lancé la police de proximité, mais il a fait une demi-mesure, parce que dans son esprit, il lançait une police de proximité et il laissait le soin, parce que moi j'en veux toujours à ces stratèges, ces conseillers là, qui sont là, le soin de peaufiner cette police de proximité. Or, ils ne l'ont pas peaufiné. Ça veut dire que le fait de la faire, la police de proximité, il fallait faire une direction indépendante, séparée, en allant chercher donc ces policiers de proximité dans la France profonde, de faire des appels d'offres, si je puis dire. Hein. On l'a pas fait. On a laissé le soin à tous les directeurs départementaux de mettre en place cette police de proximité. Alors, un directeur départemental comme celui de Toulouse, qui avait la fibre, il a créé une bonne police de proximité. Et ça fait du bon travail à Toulouse. À Grenoble, je dis Grenoble parce que le truc, le directeur de l'époque, il prend une feuille de papier, il couche 40 ans sur la feuille de papier, il envoie voilà ma police de proximité, mais cette police de proximité n'avait que de proximité que son appellation. Il faisait toujours les travaux classiques de police, vous comprenez? C'était de demi-mesure. Mais bon, on aurait pu comprendre que si ce gouvernement restait, peut-être que j'aurais par la suite peaufiné cette police de proximité qui est indispensable. Pour revenir au monsieur qui parlait tout à l'heure sur l'international, une fois que j'avais écouté, ça remonte à loin, c'est lorsque Debré était ministre de l'Intérieur avec le ministre de la Ville, c'était Raoult. Oui. C'est pas ça pour vous. Et là, il y avait Cohn-Bendit qui était opposé à eux. Mais Cohn-Bendit était bien parlé. Il avait donné, dans comme dit M. Berlioz, ce panorama des polices de proximité, plus dans le nord de l'Europe, où on allait très loin. On allait on allait, comment dire, le poste de police, le bureau de police, c'était un bureau de police accueillant, avec le canapé, pour que les gens qui arrivaient là, les pré-délinquants, si on peut faire, parce qu'il faut se prévenir d'abord, hein, le délit, se sentaient en sécurité, et pas dans un bureau de police austère où tout de suite ils se croyaient sur le banc des accusés. Et c'était psychologique. Et cette émission, à l'époque, elle m'avait frappé, j'ai toujours en mémoire, c'était très bien exposé par Cohn-Bendit, qui était à l'époque adjoint au maire de voilà, et ça peut se faire comme dit Berlioz dans ces pays-là. Mais chez nous, il y a une grosse diversité raciale, ethnique et religieuse, on peut le faire aussi. Parce qu'il y a, dans toute cette diversité, il y a des gens qui sont pour la paix sociale. Voilà. J'aurais voulu poser une question, parce qu'on parle beaucoup de police, de délinquance. Un des constats qu'on fait dans le réseau citoyen, c'est le fait qu'il y a de moins en moins de présence de services à la population, ce qu'on peut appeler services publics, des bibliothèques, l'école simplement. Donc je voulais savoir quelle est l'influence sur les comportements. Alors, je pense que ça doit rejoindre un peu ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est que ça évite d'avoir une confrontation entre une police militaire et en fait une approche globale de la sécurité. J'aurais voulu avoir votre avis sur le sujet. Je vais reprendre aussi sur l'aspect zone prioritaire. C'est que si on pense que les problèmes sont liés, moi je ne crois pas qu'on va résoudre les questions du trafic de drogue en ne travaillant que sur des zones. On ne résoudra pas le trafic de drogue à la Villeneuve ou à Mistral, même si vous y mettez... vous voyez, je crois que là, il y a des questions de scolarité dont je parlais tout à l'heure, etc. Donc soit on a une vision un peu systémique de tout ça, et en effet, la prévention de la délinquance, c'est l'effet d'une convergence de nombreuses politiques. C'est pour ça qu'à mes yeux, c'est une politique interministérielle, la prévention de la délinquance. La sécurité, c'est une politique du ministère de l'Intérieur. Et donc, c'est vraiment cette convergence-là, à mon avis, qui est à construire. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Je repense à votre question initiale de dire que c'est vrai que les villes aujourd'hui, quand on regarde où se font les différences, c'est un peu sur regard sur la jeunesse, principalement, en termes de responsabilité ou de causalité. Il y a une question de moyens. Il y a quand même des villes qui mettent plus de moyens que d'autres. Ça, c'est incontestable. Et ça se regarde. Et ce n'est pas forcément les villes les plus sociales, enfin, vous voyez, qui ont des images. Là, vraiment, je peux vous assurer, ça énerve tous les élus quand je leur dis,
mais il ne suffit pas d'être de gauche pour être généreux, d'être de droite pour être sécuritaire. Je suis désolé de le dire comme ça. Il y a des sécuritaires honteux à gauche qui font bien au moins autant de mal que les autres. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'on a assez peu de marge de manœuvre parce que en même temps, c'est une question de moyens, quand ça réussit bien, ça ne se voit pas. Moi, je pense à des villes de Seine-Saint-Denis qui font un boulot du feu de Dieu. Sauf que la machine à produire des problèmes, elle tourne 10 fois plus vite que leur machine à les résoudre. Mais ce qu'elles font est vraiment bon. Si vous voulez, alors, il y a un peu une invisibilité de. Alors que si vous construisez un pont, le tram, une fois que vous avez construit le tram, il est là. Vous voyez, sur une bonne action de prévention, que sur l'été il ne se passe rien, il n'y a pas de problème, personne ne va s'en rendre compte. Donc d'une certaine manière, et ça c'est vraiment, je trouve que pour les pouvoirs municipaux, c'est une faiblesse. Moi j'ai dans l'idée qu'une bonne politique locale, c'est une politique qui articule un niveau de prévention sociale, un niveau de prévention éducative, un niveau de prévention situationnelle. Vous voyez, et qui pondère ça en fonction du territoire. On ne fait pas la même prévention à la Villeneuve à 10h ce soir qu'à Mélan où j'habite. Vous voyez, je suis même, et c'est pas les mêmes ingrédients. Et donc, prévention éducative. Vous voyez, la prévention sociale, ça joue sur le collectif, ça joue sur le fait qu'on connaisse ses voisins, sur le fait qu'on peut se parler. Donc, si le chien aboie, on peut dire aux gens, bah, écoutez, votre chien m'a dérangé, sans que la personne vous dise, mais t'es qui, tu sors d'où. Vous voyez, si on se connaît, on peut régler un certain nombre de questions. Même, on peut mieux supporter le fait qu'un bébé pleure si on connaît les parents, par exemple. Si on ne les connaît pas, ça, voilà. Donc ça, c'est un niveau de prévention sociale. La politique de la ville s'occupe de ça. La prévention éducative, elle cible les individus. Et elle dit, ben voilà, c'est tel jeune, c'est tel groupe de jeunes, et je veux que celui-là, il change. Mais donc, si vous voulez, là, on a des approches déjà ciblées. Il faut avoir un diagnostic, il faut avoir des gens, non, c'est le métier, il faut les outiller, il faut les soutenir. C'est ça qui coûte cher. Prévention éducative, et la prévention éducative, quand les gens vont bien, ben, ils se redispatchent dans la nature. Tous ceux dont M. Griot s'est occupé dans les années aujourd'hui, moi j'en croise sans arrêt, des gens dont je me suis occupé, que j'allais voir en prison, etc. Et puis aujourd'hui, je les vois avec leurs gamins quand ils font leurs courses, si vous voulez. Bon, bah, à part moi, il n'y a personne qui sait ce qui s'est passé il y a 25 ans, et heureusement. Donc ça, c'est la prévention éducative. Et la troisième niveau, c'est la prévention situationnelle, vous voyez, ce qui empêche que l'événement ait lieu. Et ça, c'est typiquement, si vous faites, je ne sais pas, une fête ou la fête de la musique, et ben on sécurise pour éviter que ceux qui aient bu cassent la figure. Vous voyez, on a une présence simplement pour éviter que les événements aient lieu. Et pas transformer les trajectoires des gens, ni favoriser les relations entre eux. Moi, le jour de la fête de la musique, j'ai pas envie d'être ami avec tout le monde, je veux simplement qu'on ne me casse pas la figure. Vous voyez, après, j'ai mes amis, ça va, je vais les trouver. Alors que dans mon quartier, ça m'intéresse de connaître des gens nouveaux. Vous voyez, c'est pour, à mon avis, un projet municipal, moi c'est ce que je défends avec la mairie. Hein. Est-ce que vous avez des choses sur les 3 volets? Et puis après, pondérons-les en fonction du niveau d'exposition des territoires. Et à mon avis, voilà, les marges de manœuvre locales. Mais il faut déjà faire cette analyse, la partager. Moi, je la propose. Certains disent que c'est un peu trop sophistiqué. Alors, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez parlé de services publics, là, à l'instant. Je crois qu'il y a 2 services publics aujourd'hui qui sont le plus confrontés à cette délinquance. C'est bien entendu la police et les sapeurs-pompiers. Et je pense que la notion de sécurité, pour moi, c'est une globalité. On ne peut pas travailler l'un sans l'autre. Aussi bien la police que les sapeurs-pompiers. Et c'est plus un témoignage que j'apporte que là, ici, en tant qu'ancien chef de centre, notamment de Fontaine, où on a essayé de développer à travers des actes de secourisme, des notions de secourisme amenées aux enfants, et pourquoi pas dans une politique municipale, notamment au niveau des maternelles, au niveau des primaires, pourquoi ne pas développer ce genre de choses qui amènent aux enfants la notion de responsabilité, parce qu'être responsable, ben, on ne l'acquiert pas, je veux dire à 20 ans, vous avez complètement raison, on l'acquiert dès qu'on a 4 ans, 5 ans, et pourquoi pas développer au niveau d'une politique municipale, et je sais que les sapeurs-pompiers sont prêts à faire, je sais que la police est prête aussi, puisqu'on travaille suffisamment ensemble, développer ce genre de choses, ensemble, des actes de secourisme, leur apprendre ce que c'est qu'appeler, leur apprendre ce que c'est que l'autre, en fait, et que l'autre est important. Et je crois qu'en développant ce genre d'actes,
on amènera peut-être ces enfants à réfléchir autrement plus tard. Voilà, c'est simplement ce petit témoignage que je voulais apporter, mais je crois fortement à ça, c'est-à-dire à l'éducation, à une éducation qui ne se résume pas simplement, comme vous l'avez si bien dit, la délinquance c'est quoi? Est-ce que c'est simplement coercitif ou est-ce qu'on éduque avant? Et je crois que nous avons, nous, services publics, policiers, pompiers ensemble, on travaille suffisamment ensemble pour pouvoir en parler, mais je pense que ça serait vraiment au niveau municipal quelque chose à faire et à développer au niveau d'un programme. Voilà. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, on avait travaillé là-dessus. À Tesser, on avait travaillé sur le devenir, sur l'éducation des enfants à venir, à grandir, donc avec cette présence policière et ces pompiers. Je me rappelle avoir intervenu avec les sapeurs-pompiers et les civils à l'époque, hein. Mais on avait travaillé là-dessus. Et c'est une très bonne question, mais après, bon, avec le préfet qui était à l'époque, M. Vial, c'était très bien, on avait bien travaillé, on faisait des réunions, et on s'était posé cette question de faire ce suivi des jeunes de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, leur donner cette éducation qu'ils vivaient mal dans leur famille, peut-être. Hein. Mais après, bon, après, il y a eu changement de préfet, puis donc, après ces réunions, d'ailleurs, avec M. Berlioz, ici même, on faisait certains directeurs de collège, les principaux de collège nous appelaient pour faire de l'éducation physique sur la démystification du racket scolaire, jeune. On le faisait. Comme le lycée Briand, je crois qu'il y avait à Tesser, je me rappelle plus le lycée du Vercors, hein, le collège du Vercors. Et bien on faisait, on démystifiait le racket, on disait que le racket, par exemple, l'aspect pécuniaire, c'était par exemple 200-300 francs, il y avait l'aspect psychologique du gamin qui était recruté et qui, donc, à force de se faire recruter, devenait, comment dirais-je, un enfant manipulé. Et on le faisait, ça, donc, ça rejoint un peu ce que disait monsieur, on le faisait, mais après c'est tombé en destructif. C'est dommage.